Coucou, salut, bonjour, aujourd'hui c'est l'histoire de Giga. Ce nom de cette émission est très vite rentré dans le vocabulaire des mômes. Inutile de vous dire qu'une émission qui fait 40,4 de part de marché, aujourd'hui, à part la finale de la Coupe du Monde, c'est pour vous dire qu'à l'époque, il suffisait de dire que c'est pour Giga, tout le monde disait oui. Coucou, salut, bonjour, c'est Giga. Je suis Jean-François Bouquet et j'ai eu le grand honneur et le privilège de fabriquer et de présenter en voix off Giga pendant 4 saisons sur France 2 et de faire 853 numéros de cette émission qui est devenue culte, puisqu'on en parle encore aujourd'hui en 2015. À la base, je suis journaliste. Journaliste musical, parce que j'aime pas le terme de rock critique, donc je dis que j'étais, voilà, à travers plusieurs médias. J'ai fait la presse, j'ai fait de la FM pendant longtemps, et puis ensuite je suis parti en télévision en 89. Et puis un jour, suite à ma rencontre avec Marie-France Brière, on a inventé le concept de Giga. Quand je suis sorti de mon école de journalisme, j'ai trouvé du boulot. Je travaillais avec Jacques Martin à la Lorgnette pendant 2 ans. C'est là où je me suis dit que la télé était un média qui était intéressant. Et j'ai rencontré Marie-France Brière à cette époque-là. Et puis, bon, le temps a passé. Ensuite, je suis passé en FM en 80. J'ai fait partie des pionniers de la bande FM, sur Radio 7 notamment à Paris. Et au bout de 2 ans, celui qui avait créé Radio 7, qui s'appelle Patrick Meyer, qui était parti ensuite monter RFM, a été remplacé par Marie-France Brière. Donc on s'est retrouvés. On a travaillé pas mal ensemble. Et un jour, je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, tu vois, moi ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est une émission pour les jeunes, parce qu'il n'y a pas grand-chose où on pourrait parler de tout. Bon, elle m'a dit, ouais, c'est pas con. Puis, basta. Et ensuite, elle est devenue patronne des programmes de la 5. Feu la 5. Et elle m'avait appelé pour faire un magazine de rock à l'époque, en 89, qui s'appelait Perfecto, que je présentais en voix off, pareil, et où on a interviewé plein de stars de la musique, que ce soit McCartney, Elton John, David Bowie, des gens comme ça, puis des Français aussi, Goldman, Cabrel et tout. Et elle adorait cette émission. Et à la fin, moi j'avais signé pour 1 an à la 5, donc 89, et avant que l'émission se termine, elle est partie à Antenne 2 pour prendre la direction de la jeunesse, des jeux et des divertissements. Et là, elle me téléphone un jour et elle me dit « Surtout, tu ne re-signes pas, tu vas à la fin de ton contrat, l'année se termine, tu dis merci, au revoir et tu viens me voir à Antenne 2. » Et donc, on s'est dit bah, « On aimerait bien qu'il y ait des bonnes séries qui parlent de nous, qui parlent des jeunes, et puis qu'il y ait des reportages où on nous parle de musique, de cinéma, de nouvelles technologies, de plein de choses, quoi. » Et puis j'ai pondu le truc, mais il n'y avait pas le titre, chose importante. Il n'y avait pas le titre, il y avait juste le concept. Donc j'arrive à Antenne 2, je présente le concept à Marie-France, qui tout de suite me dit « J'adore ». Je lui dis « Oui, il y a juste un problème, si tu veux, c'est que je n'ai pas trouvé le nom. » Ah, alors au début, on a tout mis, et tout et n'importe quoi. Et puis un jour, je lui téléphone et je lui dis, tu sais, il y a une fille qui s'appelle Claire Bretéché qui fait une bande dessinée qui s'appelle Agrippine. Et Agrippine, elle dit toujours, c'est Giga. J'ai passé une giga journée, j'ai adoré ce film, c'est un giga film. Je dis, j'adore cette expression. Et je dis, tu vois, ça pourrait résumer plein de choses, quoi. Puis en plus, il y avait la partie purement scientifique qui dit qu'un giga, c'est je crois que c'est 1 puissance 1000 ou 1 puissance 10 000, je ne sais plus, enfin c'est un chiffre énorme, quoi. Et en même temps, il y avait le côté marrant et sympa d'Agrippine et de Claire Bretéché. Et elle m'a dit, t'as raison, on va l'appeler Giga, quoi. Mais ce que j'ignorais à l'époque, c'est que ce nom de cette émission est très vite rentré dans le vocabulaire des mômes, quoi. Donc on a démarré Giga dans l'angoisse la plus totale, quoi. Le stress épouvantable, moi j'étais comme ça tous les jours, je me disais on va jamais y arriver, on va jamais y arriver. Et puis, coup de bol ou chance ou je sais pas quoi, on a mis le premier Giga à l'antenne et là il s'est passé quelque chose, quoi. On se retrouve dans un instant avec une Giga BD et votre série Sois prophète et toi. A tout de suite. Quand on regarde les toutes premières émissions de Giga, moi, j'étais pas au top au niveau présentation voix off parce que j'étais trop stressé. Et puis, après, on a corrigé un peu le tir au niveau des reportages. On les a plus chiadés. Tous les cadreurs qui travaillaient pour moi et les ingé-sons qui travaillaient pour moi, je les briefais bien. Je leur disais, voilà, vous mettez tout en avant, vous me faites des plans d'enfer et tout. Il faut que ça bouge, il faut que ça pulse, il faut que ça... Voilà. Et en fait, j'avais fait une réunion au tout démarrage de Giga en leur disant, bon, on va mettre les choses au clair tout de suite.
c'est une émission dans laquelle il n'y aura pas de star, puisque c'est une voix off. En revanche, si l'émission pouvait devenir une star, bah, on en serait tous contents et tous satisfaits. Et ils ont tous joué le jeu. Bon, il faut dire que j'ai une équipe extraordinaire. La preuve, c'est que les gens qui sont rentrés pour la première ont fait la 853e avec moi. Personne n'est parti, personne n'est arrivé. C'est la même équipe pendant 4 ans. Et on est encore amis aujourd'hui, quoi. Voilà. La première difficulté que j'ai rencontrée dans Giga, c'est quand j'ai dit, bon, il faut que j'engage les gens. Bon, c'était la première fois, parce que Perfecto, on n'était pas beaucoup, on était 6 pour faire l'émission. Donc moi, je tournais, on faisait tout. Par contre, Giga, j'étais producteur, j'étais rédacteur en chef et j'étais en même temps voix off. Donc j'avais tellement de boulot que je m'étais dit, il faut vraiment que je m'appuie sur des gens de talent. Donc en fait, j'ai passé pas mal de temps au départ à choisir les cadreurs, à choisir les ingé-sons, à choisir les monteurs, chose très importante, parce que le réalisateur, je l'avais déjà, c'était Bernard Gridjo avec qui j'avais fait Perfecto avant, et on s'entendait admirablement. Et puis un certain Étienne Lançon, chez qui nous sommes aujourd'hui, qui était monteur truquiste de talent incroyable, et qui m'a donné beaucoup d'idées, beaucoup de choses pour démarrer. On était 40, faut préciser, il y avait 40 personnes qui travaillaient sur Giga, donc j'avais 16 journalistes. Alors, il y avait des spécialités. Donc, moi, je faisais un peu de temps en temps un sujet pour me faire plaisir, mais j'avais quelqu'un pour la musique, quelqu'un pour le cinéma, quelqu'un pour les bandes dessinées, quelqu'un pour les sports, quelqu'un pour les nouvelles technologies, les études et compagnie, quoi. Donc, on faisait des grandes réunions de rédaction et puis on décidait des sujets. Des fois, je leur disais, bah, tiens, il faudrait faire ça, j'ai vu ça, il y a telle expo, il y a tel machin. Et puis, des fois, c'était les journalistes qui m'amenaient des idées. Je disais, oui, je prends pas. Et parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y avait quand même 5 reportages frais par jour dans Giga, quoi. Pendant 4 ans, c'est vrai qu'on travaillait comme des dingues, mais en même temps, on s'éclatait, quoi. Parce que quel que soit le sujet qu'on traitait, on s'éclatait à le faire. Puis ça nous a permis de rencontrer tellement de gens qu'on n'aurait jamais imaginé rencontrer. Bon, moi, c'est vrai que je suis un peu spécialisé rockstar, mais on a rencontré des gens de cinéma. J'ai interviewé des ministres dans le cadre de Giga, par exemple. J'ai fait Jack Lang plusieurs fois. J'avais fait Dominique Bredin, qui était à l'époque ministre des Sports et de la Jeunesse. Kouchner, pour sa fameuse opération du riz à l'école, là où on avait mobilisé toutes les écoles de France pour qu'ils amènent du riz pour les petits Africains. Enfin, et donc, c'était marrant parce qu'un jour, on pouvait être avec Elton John, le lendemain, on était avec Harrison Ford, et puis le jour d'après, on était avec Jack Lang, quoi. Et c'est ça qui était génial, c'est qu'on se retrouvait à interviewer tout le monde, et tout le monde disait oui. Il suffisait qu'on téléphone en disant c'est pour Giga. Et Jack Lang, par exemple, le premier à dire oh, j'adore cette émission, c'est bien pour les jeunes et tout. J'ai dit bah écoutez, ça tombe bien parce qu'on voudrait faire un sujet sur les 10 ans du Zénith. Donc vous êtes un peu responsable du démarrage du Zénith. Et c'est comme ça qu'on a fait un super sujet sur l'histoire du Zénith, pourquoi ça avait été décidé et tout. Et un jour, je savais que Sylvester Stallone venait à Paris parce qu'on lui remettait la médaille, je ne sais plus, des arts et des lettres ou un truc comme ça. Et je fais tout pour avoir Sylvester Stallone et tout le monde me dit c'est pas possible, il vient pas en promo, il vient pas en tant qu'acteur, il vient pour sa médaille et tout. Bon, j'appelle le bureau de Jack Lang, je dis excusez-moi, est-ce que c'est Jean-François Bouquet de Giga, est-ce qu'il serait possible de parler à monsieur le ministre? Oui, je vous le passe. Bon, bonjour. Et il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis, écoutez, monsieur le ministre, voilà, je sais que demain, vous allez remettre la médaille. Ça serait quand même dommage qu'on ne soit pas là. Donc, je voudrais filmer la remise de la médaille, puis éventuellement faire un petit interview avec Stallone et vous pour parler de tout ça. Il me dit, oh, pas de problème, venez, je vous arrange le coup. Et grâce à lui, on a eu Stallone. Donc, c'est pour vous dire qu'à l'époque, il suffisait de dire que c'est pour Giga, tout le monde disait oui. Il y avait des sujets où il n'y avait pas de mots. Par exemple, quand on rencontrait, je sais pas, Jean-Jacques Goldman ou Francis Cabrel ou Harrison Ford, ils n'étaient pas là. En revanche, quand on faisait des sujets sociétaux sur les nouvelles technologies, sur les sciences, sur les diverses directions à prendre pour les études, parce qu'on leur faisait des reportages là-dessus en disant si vous passez le bac, voilà, il y a des filières d'études, machin. Bon, là, on était en prise directe avec eux. Et là, c'était assez extraordinaire parce que on les filmait, on discutait avec eux et en même temps, ils nous donnaient plein de pistes, plein de plans. On se disait, tiens, ils ont raison, il faut qu'on en parle. Mais enfin, en général, on n'était quand même pas loin de ce qu'ils voulaient, quoi. On ne s'est pas trop loupé parce que, je vous dis, à la base, on est parti de cette idée toute bête. Qu'est-ce que nous, adolescents, on aurait aimé voir à la télé? On était en même temps victimes de notre succès, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on était tellement sollicités par tout le monde, les maisons de disques, les éditeurs de bandes dessinées, les distributeurs de films, les distributeurs de vidéos, les sportifs et tout, qu'à un moment donné, on en avait même de trop. Donc il fallait vraiment faire attention à ce qu'on prenait pas. Puis, il ne fallait pas vexer les gens.
Mais comme en même temps on était là tous les jours, on pouvait toujours retomber sur nos pattes en disant bon écoutez, là demain c'est pas possible, mais vous inquiétez pas, vous passerez dans 3 jours, quoi. On s'est tout de suite rendu compte très vite de l'impact qu'on a eu sur les jeunes de cette époque-là, quoi. La preuve, c'est qu'on est en 2015 et moi je rencontre des gens qui me disent mais attends, mais moi Giga c'est toute mon adolescence. Et tout de suite on a eu conscience de l'impact de l'émission, à tel point d'ailleurs que, petite précision, la première année, on a démarré en février et on était censé aller jusqu'à fin juin, puis après arrêter pour l'été et reprendre en septembre. La première année, on n'a pas arrêté. La chaîne nous a dit non, vous n'arrêtez pas, vous continuez tout l'été. Donc en fait, on a travaillé de février 90 à juin 91 non-stop. Alors le look Giga, ça a été un long travail, en même temps pas si long que ça, puisque je disais, il s'est passé 6 semaines entre le moment où on m'a dit OK et qu'on est arrivé à l'antenne. Mais ça a été un très gros travail parce que il fallait que le logo et il fallait que le générique de cette émission ainsi que les jingles, enfin tout ce qu'on appelle l'habillage, alors évidemment, soit en corrélation directe avec tout ce qu'on montrait dedans, mais il fallait que ça soit assez vite compréhensible, quoi. C'est pour ça que dans le générique, on voit plein de trucs, on voit des animaux, on voit un train, on voit une fusée, on voit des avions, parce que c'était pour dire, bah voilà, vous allez voir tout ça dans l'émission. Et ça a été travaillé, bon alors c'est vrai qu'on a pris des petits bouts de clips, il y avait Vanessa Paradis, il y avait Bruce Springsteen, il y avait des gens comme ça, et puis on a pris plein d'images d'animaux, de sciences, de trucs, de machin. Et après, il y a Good qui a travaillé avec nous pour fabriquer le générique, pour nous amener des idées marrantes, les petits danseurs africains qui passaient, puis tout ce qui a été mis après sur le générique, sur les images qu'on avait sélectionnées. Alors la musique, c'est un ami de Marie-France Brière qui est arrivé à la chaîne avec des maquettes. Alors il y avait des trucs différents. Puis à un moment donné, on a entendu ce truc-là. Puis j'ai dit ça c'est sympa. Puis j'ai dit ça se retient facilement. Je me disais, le sax, c'est un peu, ça fait un peu vieux quoi, comme instrument, alors qu'on s'adresse à des gamins. Mais c'était tellement bien foutu son truc, c'était tellement, voilà, c'est le genre de titre, tu l'entendais une fois, puis après, ça y est, c'était parti. Et d'ailleurs, on l'a vu très vite. Mais c'est vrai que le travail de l'image, du générique, de l'habillage, ça a été une vraie prise de tête. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la moyenne d'âge, c'était entre 25 et 30 ans. Je parle de l'équipe, et on s'est adressé à des mômes de la 6e à la terminale. C'est-à-dire que les plus vieux avaient 18 ans, mais les plus jeunes voilà, avaient 10, 11, 12 ans. Donc il fallait que nous, on réfléchisse un peu comme eux. Alors on jouait les grands frères dans certains sujets, on jouait les guides, mais voilà, pas plus, quoi. Pourquoi Giga s'est arrêté au bout de 4 ans et de 853 émissions, pour être précis? Bah, pour 2 raisons. La première, c'est parce que un jour, à la soirée des 7 d'or, parce que pour la petite histoire, Giga a été nominé 5 fois aux 7 d'or, 90, 91, 92, 93, 94. On a été nominé 5 fois. Donc tous les ans, j'allais à la soirée des 7 d'or, machin. Et un jour, c'était la 2e fois, je crois, j'ai croisé Christophe de Chavannes, que je connaissais, parce qu'on avait travaillé sur Radio 7 ensemble quelque temps. Et il me dit, putain, génial, ton Giga, ça cartonne et tout. Je dis, ouais, je suis content, mais je dis, tu sais, on attaque la 4e saison, puis je commence à avoir des doutes. Ça fait quand même beaucoup d'émissions, on est là tous les jours. Est-ce qu'on va garder la même pêche? Est-ce qu'on va garder le même truc? Et il m'a dit, de toute façon, moi, je te donne un conseil, tu fais ce que tu veux. Si tu arrêtes, il faut que tu arrêtes là. N'attends pas de baisser, t'arrêtes. Là, il me dit, tu es au sommet, arrête maintenant. Bon, alors déjà, j'avais ça en tête. Et puis deuxièmement, ça, c'est beaucoup moins drôle. La chaîne a... Passez-moi l'expression, mais la chaîne a déconné, quoi. Voilà. C'est-à-dire, c'est toujours pareil en télévision. Vous créez un produit, le produit explose et devient un gros truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de me dire, bon, Jean-François, vous êtes tellement haut on pense que vous ne pourrez pas aller plus haut. En revanche, on va vous donner plus de moyens pour faire une émission encore plus belle. Ils n'ont pas du tout réagi comme ça. Ils ont réagi en mettant de plus en plus de spots de pub à l'intérieur de l'émission. Pour vous donner un exemple précis, vous allez comprendre, quand Giga a démarré, il y avait de la pub avant, il y avait de la pub après Giga. Et c'était très bien comme ça. La 2e année, il y avait de la pub avant, de la pub après et un petit peu de pub au milieu. Mais la 4e année, où vraiment on ne pouvait pas être plus haut, j'avais des fois tellement de spots de pub à l'intérieur de l'émission que 2 heures avant qu'on livre l'émission, le chef d'antenne de France Télévisions me téléphonait en me disant « Jean-François, on est dans la merde, on a besoin de 6 minutes de plus, donc tu fais sauter 2 reportages. »
Et un jour, je me suis fâché. J'ai demandé un rendez-vous à la direction. J'ai demandé un rendez-vous avec Marie-France et j'ai dit, ensemble, on va voir la direction. Je dis, parce que là, ça ne peut pas continuer comme ça. Je dis, il faut choisir. C'est soit on fait une émission et on a un petit peu de pub, soit il y a beaucoup de pub et l'émission ressemble plus à, ça ressemble plus à rien, quoi. Puis les gamins, ils en avaient ras-le-bol de la pub, ce qui était normal. Et puis attendez, petite précision, on n'était pas sur TF1. On était sur France Télévisions, service public. Et moi qui ai appris la télévision avec Jacques Martin à la fin des années 70, je peux vous dire que la notion de service public, je l'ai eue toute ma vie. Je travaillais sur la 5, aussi sur France 5, enfin sur la 5e avant que ça devienne France 5. J'adore le service public, j'adore l'idée du service public. Et je leur ai dit, attendez, vous allez où là? Vous me téléphonez 2 heures avant la livraison pour me dire qu'il faut virer 6 minutes parce qu'il y a trop de pubs aujourd'hui. Moi, j'arrête. Si c'est ça, j'arrête. Oui, mais vous vous rendez compte, c'est pas possible. Mais j'y suis, c'est possible. Je dis, attendez, relisez le contrat. Vous avez le droit de me virer si l'émission ne marche pas, mais moi, j'ai le droit à une porte de sortie en tant que producteur. Ben, la porte de sortie, je la prends. Donc, je vous annonce la bonne nouvelle. On finit la saison et à la fin de la saison, terminé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la 3e saison de Giga, j'ai été convoqué à la direction de France Télévisions, de France 2, et ils m'ont dit, écoute, voilà, on a un souci, c'est l'élasticité de Giga, parce que c'est vrai que c'était une émission qui n'était pas tous les jours du même minutage. Hein, en gros, entre les séries et les reportages et tout, on devait faire à peu près 1h30. Hein, voilà, j'arrondis. Bon. Mais il y avait des fois, ça faisait un peu moins, il y avait des fois, ça faisait un peu plus. Alors évidemment, je comprenais que pour l'antenne, ça leur pose des soucis, que ça soit une émission un peu accordéon. Mais en même temps, ce n'était pas forcément dû au reportage, c'était dû aussi à la durée des séries, parce que toutes les séries n'avaient pas la même durée. Et ils m'ont dit, on a une solution, c'est de passer Giga non plus en post-production, mais en direct, ok, et dans un décor, ok, et avec un animateur. Nous allons parler skate des rues, saison. L'idée, en fait, c'était, c'est la formule de Marie-France, l'idée, c'était de faire un cocktail. Un cocktail dans lequel les jeunes pouvaient trouver leur bonheur. C'est-à-dire qu'on séparait 2 choses, si vous voulez. Il y avait la partie purement détente, amusement, détente, c'était les séries. Et puis le côté, on va quand même vous apprendre des choses, on va quand même vous montrer des choses, on va quand même ne pas vous traiter comme des imbéciles, ce qui est un peu le cas aujourd'hui. Quand je vois certaines chaînes, je suis outré. Je me dis, mais c'est pas possible, le niveau, quoi. Et d'ailleurs, j'ai quelques articles qui sont parus dans la presse à l'époque du IGA que j'ai gardé précieusement chez moi, où on parlait d'une émission où il n'y avait pas de jeunisme, où on ne prenait pas les jeunes pour des cons. Et moi, ça a été ma plus belle récompense, parce que c'était juste la prétention que j'avais, c'était de m'adresser aux mômes sans les prendre pour des cons. Au contraire, en leur disant, tu aimes le cinéma, on va te présenter ça, tu aimes la BD, ainsi de suite et tout. C'était de trouver vraiment une osmose parfaite entre ce qui était dit dans les séries et ce qui était dit dans les reportages. J'ai rencontré la personne à France Télévisions qui était acheteuse de séries aux États-Unis, qui m'a montré tout le catalogue. Et je lui ai dit, bon, bah, écoute, attends, je vais faire mon marché là-dedans. Et moi, j'avais situé des séries que je ne connaissais pas. Mais après, on les a regardées et tout. Et je lui disais, tu vois, ce qui est important, c'est qu'il y ait du sociétal dans les séries, que ça ne soit pas juste fun, que ce ne soit pas juste des conneries d'ados, mais qu'il y ait du fond. Et on a trouvé par exemple une série qui ne venait pas des États-Unis, mais qui venait du Canada, qui s'appelait Les Années Collège, et qui a été une série extraordinaire parce que c'est une... Attendez, je parle de ça, on était en 90. C'est une série qui abordait le problème du sida, le problème des capotes, le problème de l'homosexualité, le problème de se retrouver enceinte quand on est adolescente, enfin des vrais problèmes de la vie. Mais avec un côté fiction, donc un côté plus doux et un côté... voilà, l'emballage faisait qu'il prenait la série parce qu'en plus, il y avait des trucs fun, il y avait des trucs marrants, mais il y avait des vrais thèmes, et des thèmes qu'on retrouvait dans les reportages. Donc, c'était la parfaite osmose. Et puis, jusqu'au jour où, dans le catalogue, on m'a parlé de Saved by the Bell, Sauvé par le gong. Personne ne s'y attendait. Et subitement, on a vu les chiffres. Marie-France me téléphonait en disant « Attends, hier, Sauvé par le gong, vous avez fait tant. » Je dis « Mais c'est dingue !» Et c'est vraiment devenu, à la fin de Giga, c'était la série de Giga dont les gens parlent encore aujourd'hui. Alors, ils vont vous parler de La Fête à la maison, Quoi de neuf Docteur, d'autres séries. On a même eu Alf à un moment donné, parce qu'on était en manque de séries, donc on avait rebalancé Alf, le temps d'en retrouver d'autres. Mais là où c'était génial, c'est que Sauvé par le gong avait
traiter ça d'une manière drôle, sympa. Il y avait les amourettes, il y avait enfin, tout ce qu'on connaît quand on est ado, quoi. Et puis en plus, il y avait des acteurs qui étaient quand même extraordinairement sympathiques, et notamment les deux principaux, Zach et Kelly, quoi. Voilà. Salut Zach. Salut Kelly. Lisa m'a demandé de changer, alors on va être assis côte à côte. Les histoires, les scénarios et les acteurs faisaient que l'emballage était, il n'y avait rien à dire, quoi. Puis en plus, le générique était super sympa. Enfin bon. Et puis en plus, il y a plein de gens qui ont appris ce que ça voulait dire sauvé par le gong, saved by the bell. Quand on dit ah ça y est, je suis sauvé par le gong, c'était tout. Bon. Donc ça a permis de. Et puis surtout, c'est devenu cette série culte parce que au-delà des défauts et du côté un peu carton-pâte par moment, je crois que ce qui a plu aux jeunes, c'est que même si c'était des Américains, même si ça se passait en Californie, même si c'était à Los Angeles, ils s'y retrouvaient. Alors j'ai été bien Zach. Tu étais absolument parfait. Maintenant, va me garder une place en études, j'arrive. Et merci. Ça nous a amené des couvertures. J'ai eu des couvertures télé 7 jours, j'ai eu des couvertures comme ça. Donc évidemment, les gens, sauvés par le gong, je parle des adultes, c'est quoi, machin. Bon. Les profs à l'école recommandaient aux enfants de regarder Giga et ils ne critiquaient pas les séries parce que justement, ils disaient c'est des séries dans lesquelles on parle de vrais problèmes. J'ai deux petites anecdotes, si vous avez le temps, pour Sauvé par le gong. Et la première, c'est que NBC, qui était le producteur américain, prennent contact avec moi et me disent, écoutez, on a entendu dire qu'en France, notre série cartonnait grâce à votre émission et tout. Je dis, oui, c'est vrai. Et voilà, on vous propose d'organiser un énorme concours. Ben, je dis, je prends. Et en fait, on a fait un concours donc national pour la France entière, où le but, alors il y avait des questions par rapport à la série et tout, mais les gagnants, les deux gagnants, non seulement alors il y avait un garçon et une fille, non seulement sont partis à Los Angeles, assister au tournage de la série, rencontrer les acteurs de la série, mais les producteurs américains leur ont fait un cadeau, ils ont rajouté un cadeau qui n'était pas prévu au départ, ils les ont fait tourner dans la série. Donc il y a deux mômes français, un garçon et une fille de 14-15 ans. Alors c'était des rôles de figurants, mais figurants actifs. Ils étaient dans la cafétéria du fameux lycée de Saved by the Bell. Ils croisaient Kelly et Zach et tout. Ils étaient dans le poste, quoi. Vous imaginez, pour les deux gamins, ce que ça a été, quoi. Partir à Los Angeles. Alors, j'avais une équipe qui était partie avec eux, les suivre et tout. Ils ont passé 8 jours à Los Angeles. Ils ont rencontré toute l'équipe. Ils ont assisté au tournage de la série. Et en plus, ils ont tourné dedans. Et alors, la petite histoire complémentaire, parce qu'elle est belle. La fille, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais le garçon qui est parti à Los Angeles, il a eu une révélation là-bas. Il s'est dit, c'est ça que je veux faire. Il est rentré en France, il a fait des études et aujourd'hui, il travaille à M6, il fait de la télé. Et la deuxième anecdote pour terminer, c'est que donc Giga a été nommé 5 fois au 7 d'or. Première année, on ne l'a pas eu. Deuxième année, on ne l'a pas eu. Troisième année, on ne l'a pas eu. Quatrième année, on ne l'a pas eu. Alors, il faut dire, sans être mauvais joueur, qu'il y avait quand même un souci dans la catégorie jeunesse, c'est qu'ils mettaient une émission comme Giga, qui était une vraie émission, avec des dessins animés. Et à chaque fois, on s'est fait avoir par les dessins animés. C'est-à-dire, il y a eu Astérix, il y a eu Tintin, il y a eu... Et moi, je leur disais, mais attendez, faites une catégorie dessins animés. Meilleur dessin animé pour la jeunesse, puis les émissions pour la jeunesse. Bon, enfin bref. Et donc, la 5e année où j'ai été nominé, France Télévisions me téléphone, ils me disent, bon, écoutez, Jean-François, là, on est sûr cette année, parce que ça n'existe pas une émission qui a été nommée 5 fois de suite qui ne l'est pas. Donc, cette année, c'est sûr que vous l'avez. Donc, on va faire les choses en grand. On va faire venir Zach et Kelly de Los Angeles pour vous le remettre. Je dis, vous êtes sûr de vous, là? Ouais, on va faire les choses. Bon, donc, ils ont fait venir Zach et Kelly, enfin les deux personnages, à Paris, et qui étaient donc supposés me remettre le trophée lors de la cérémonie. Manque de bol, 5 fois de suite, la dernière fois, je ne l'ai pas eu non plus. Je crois que c'est Tintin qui l'avait eu, qui était produit par Canal à l'époque. Bref. Donc les deux mots, mais imaginez, ils viennent de Los Angeles, ils connaissaient l'émission parce qu'il y avait eu le concours entre-temps, la rencontre avec l'équipe et tout, donc ils savaient très bien qu'il y avait une émission en France qui passait à série, que ça cartonnait et tout, et ils étaient tellement tristes qu'après je suis allé les voir, je leur ai dit, vous savez quoi, c'est tellement gentil d'être venu à Paris, c'est pas grave, on n'a pas le prix, mais c'est pas grave, l'émission cartonne, c'est le principal, demain, je vous invite, on fait la Nouba dans Paris. Et le lendemain, je les ai promenés dans tout Paris, je les ai invités à déjeuner, on a été au resto, et ils ont passé une journée avec nous tous, qu'on avait filmé d'ailleurs après pour l'émission, et on a passé une journée à Paris avec Zach et Kelly pour les remercier d'être venus, et en fait, la boucle était bouclée. Voilà, les acteurs étaient venus en France, avaient rencontré certains de nos téléspectateurs, et puis avaient visité Paris grâce à l'équipe de Giga, quoi. Petite parenthèse, parce que ça, j'y tiens beaucoup. On a parlé des années collège, on a parlé de Sauvé par le gong, mais je voudrais une petite parenthèse sur le Prince de Bel-Air.
parce que ça, c'est une série dont vraiment je suis très fier, parce que la première fois que je l'ai vue dans les bureaux de cette femme qui achetait les séries à Antenne 2 et à France 2, j'ai vu ça, j'ai dit « Waouh, t'as une série avec un rappeur, et puis il n'y a que des blagues et tout, c'est génial. » Bon, il faut dire que moi, j'ai une partie de ma famille qui vit aux États-Unis, donc je suis très sur la culture américaine et tout. Et je me suis dit, mon Dieu, une série où il n'y a que des blagues. Attention, hein, le Cosby Show qui est passé sur M6 n'existait pas encore. Donc on a été les premiers, et ça c'est un truc dont je suis très fier, on a été les premiers en France à diffuser une série à 1 heure de grande écoute pour les mômes où il n'y avait que des blagues. Et en plus, il y avait quand même un mec à l'intérieur qui s'appelait Will Smith, qui a démarré un peu comme rappeur, puis qui est maintenant devenu la star qu'on connaît, quoi. Donc on est fiers d'avoir fait ça, parce que c'était la première série où il y avait que des blagues. Et en plus, ça a permis quand même de dire, il y a quand même un mec dans la série qui s'appelle Will Smith, et nous on y croit. Et puis après, quand on a vu ce qu'il est devenu... Et d'ailleurs, on a rencontré Will Smith beaucoup plus tard, et je lui avais dit que j'avais diffusé Le Prince de Bel-Air dans mon émission, et qu'à l'époque ça avait cartonné, et il avait vachement apprécié. Il m'a dit « Ah, c'est super sympa ». Je dis « Non, c'est la série qui était super sympa », et on avait fait un reportage avec lui assez sympa, quoi.